Chapitre 11. Marius retrouve Cosette. Marius fut longtemps ni mort ni vivant. Il eut durant plusieurs semaines une fièvre accompagnée de délire. Il répéta le nom de Cosette pendant des nuits entières, avec la sombre opiniâtreté de l'agonie. Tant qu'il y eut péril, M. Gillenormand, éperdu au chevet de son petit-fils, fut comme Marius, ni mort ni vivant. Tous les jours, et quelquefois 2 fois par jour, un monsieur en cheveux blancs, fort bien mis, tel était le signalement ordonné par le portier, venait savoir des nouvelles du blessé et déposait pour les pansements un gros paquet de charpie. Enfin, le 7 septembre, 4 mois jour pour jour après la douloureuse nuit où l'on avait rapporté mourant chez son grand-père, le médecin déclara qu'il répondait de lui. La convalescence s'ébaucha. Un jour, M. Gillenormand, tandis que sa fille mettait en ordre les fioles et les tasses sur le marbre de la commode, était penché sur Marius et lui disait de son accent le plus tendre. « Vois-tu, mon petit Marius, à ta place je mangerais bientôt plutôt de la viande que du poisson. Un sol frite, cela est excellent pour commencer une convalescence, mais pour mettre le malade debout, il faut une bonne côtelette. » Marius, dont presque toutes les forces étaient revenues, les rassembla, se dressa sur son séant, appuya ses 2 poings crispés sur les draps de son lit, regarda son grand-père en face et prit d'un air terrible et dit « Ceci m'amène à vous dire une chose. » « Laquelle ? » ?»« C'est que je veux me marier. »« Prévu, » dit le grand-père, et il éclata de rire. « Comment, prévu ? » ?»« Oui, prévu, tu l'auras, ta fillette. » Marius, stupéfait et accablé par l'éblouissement, trembla de tous ses membres. Monsieur Gillenormand continua. « Eh oui, tu l'auras, ta belle jolie petite fille. Elle vient tous les jours sous la forme d'un vieux monsieur savoir de tes nouvelles. Depuis que tu es blessé, elle passe son temps à pleurer et à faire de la charpie. Je me suis informée. Elle demeure rue de l'Homme Armé, numéro 7. Ah, nous y voilà. Ah, tu la veux ? Eh bien, tu l'auras. » Et il prit la tête de Marius, et il la serra dans ses 2 bras contre sa vieille poitrine. « Mon père !» s'écria Marius. « Ah, tu m'aimes donc ?» dit le vieillard. Il y eut un moment ineffable. Ils étouffaient et ne pouvaient parler. Marius dégagea sa tête des bras de l'aïeul et dit doucement « Mais, mon père, à présent que je me porte bien, il me semble que je pourrais la voir. » « Prévu encore, tu la verras demain. »« Pourquoi pas aujourd'hui ?»« Eh bien, aujourd'hui, va pour aujourd'hui. Tu m'as dit 2 fois, mon père, ça vaut bien ça. Je vais m'en occuper, on te l'amènera. » Cosette et Marius se revirent. Ce que fut l'entrevue, nous renonçons à le dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de peindre. Le soleil est du nombre. Toute la famille était réunie dans la chambre de Marius au moment où Cosette entra. Elle était aussi effarouchée qu'on peut l'être par le bonheur. Elle balbutiait, toute pâle, toute rouge, voulant se jeter dans les bras de Marius et n'osant pas. Avec elle était entré un homme en cheveux blancs, grave, souriant néanmoins, mais d'un vague et poignant sourire. C'était Monsieur Fauchelevent, c'était Jean Valjean. Il était très bien mis, comme avait dit le portier, entièrement vêtu de noir et de neuf et en cravate blanche. Monsieur Fauchelevent, dans la chambre de Marius, restait comme à l'écart près de la porte. Il avait sous le bras un paquet assez semblable à un volume in octavo, enveloppé dans du papier. Le papier de l'enveloppe était verdâtre et semblait moisi. « Est-ce que monsieur a toujours comme cela des livres sous le bras ?» demanda à voix basse à Nicolette mademoiselle Gillenormand qui n'aimait point les livres. « Eh bien, répondit du même ton monsieur Gillenormand qui l'avait entendu, c'est un savant. Après, est-ce sa faute ?» Et saluant, il dit à haute voix « Monsieur Tranchelevent ?» Le père Gillenormand ne le fit pas exprès, mais l'inattention au nom propre était chez lui une manière aristocratique. « Monsieur Tranchelevent, j'ai l'honneur de vous demander pour mon petit-fils, monsieur le baron Marius Pontmercy, la main de mademoiselle. » Monsieur Tranchelevent s'inclina. « C'est dit, » fit l'aïeul. Et, se tournant vers Marius et Cosette, les 2 bras étendus et bénissant, il cria « Permission de vous adorer !» Ils ne se le firent pas dire 2 fois. Au bout d'un moment, M. Gillenormand s'assit près de Marius et Cosette et prit leurs 4 mains dans ses vieilles mains ridées. Elle est exquise, cette Cosette-là. Elle est très petite fille et très grande dame. Elle ne sera que baronne, c'est dérogé.
Elle est née marquise. Vous a-t-elle des cils? Seulement, ajouta-t-il rembruni tout à coup, quel malheur! Voilà que j'y pense. Plus de la moitié que j'ai est enviagée. Tant que je vivrai, cela ira encore, mais après ma mort, dans une vingtaine d'années d'ici, ah, mes pauvres enfants, vous n'aurez pas le sou. Vos belles mains blanches, madame la baronne, feront au diable l'honneur de le tirer par la queue. Ici, on entendit une voix grave et tranquille qui disait « Mademoiselle Euphrasie Fauchelevent a 600 000 francs. » C'était la voix de Jean Valjean. Il n'avait pas encore prononcé une parole. Personne ne semblait même plus savoir qu'il était là. Et il se tenait debout immobile derrière tous ces gens heureux. « Qu'est-ce que c'est que cette mademoiselle Euphrasie en question ?» demanda le grand-père effaré. « C'est moi, » répondit Cosette. « 600 000 francs ?» reprit M. Gillenormand. « Moins 14 ou 15 000 francs peut-être, » dit Jean Valjean. Et il posa sur la table le paquet que la tante Gillenormand avait pris pour un livre. Jean Valjean ouvrit lui-même le paquet. C'était une liasse de billets de banque. Quant à Marius et à Cosette, ils se regardaient pendant ce temps-là. Ils firent à peine attention à ce détail. Chapitre 12. Préparatifs. On prépara tout pour le mariage. Le médecin consulté déclara qu'il pourrait avoir lieu en février. On était en décembre. Quelques ravissantes semaines de bonheur parfait s'écoulèrent. Jean Valjean fit tout, aplanit tout, concilia tout, rendit tout facile. Il se hâtait vers le bonheur de Cosette avec autant d'empressement et, en apparence, de joie que Cosette elle-même. L'enchantement, si grand qu'il fût, n'effaça point dans l'esprit de Marius d'autres préoccupations. Pendant que le mariage s'apprêtait et en attendant l'époque fixée, il fit faire de difficiles et scrupuleuses recherches rétrospectives. Il devait de la reconnaissance de plusieurs côtés. Il en devait pour son père, il en devait pour lui-même. Il y avait Thénardier, il y avait l'inconnu qu'il avait rapporté, lui Marius, chez M. Gillenormand. Marius tenait à retrouver ces deux hommes, n'entendant point se marier, être heureux et les oublier. Que Thénardier fût un scélérat, cela n'ôtait rien à ce fait qu'il avait sauvé le colonel Pontmercy. Thénardier était un bandit pour tout le monde, excepté pour Marius. Aucun des divers agents que Marius employa ne parvint à saisir la piste de Thénardier. L'effacement semblait complet de ce côté-là. La Thénardier était morte en prison pendant l'instruction du procès. Thénardier et sa fille Azelma, les deux seuls qui restassent de ce groupe lamentable, avaient replongé dans l'ombre. Quant à l'autre, quant à l'homme ignoré qui avait sauvé Marius, les recherches eurent d'abord quelques résultats, puis s'arrêtèrent court. Marius ne se rappelait rien. Il se souvenait seulement d'avoir été saisi en arrière par une main énergique au moment où il tombait à la renverse dans la barricade. Puis tout s'effaçait pour lui. Il n'avait repris connaissance que chez M. Gillenormand. Comment se faisait-il pourtant que, tombé rue de la Chanvrerie, il eût été ramassé par l'agent de police sur la berge de la Seine, près du pont des Invalides? Quelqu'un l'avait emporté du quartier des Halles aux Champs-Élysées. Et comment? Par l'égout. Dévouement inouï. Quelqu'un? Qui? C'était cet homme que Marius cherchait. De cet homme qui était son sauveur, rien, nulle trace, pas le moindre indice. Dans l'espoir d'en tirer parti pour ses recherches, Marius fit conserver les vêtements ensanglantés qu'il avait sur le corps lorsqu'on l'avait ramené chez son aïeul. En examinant l'habit, on remarqua qu'un pan était bizarrement déchiré. Un morceau manquait. Un soir, Marius parlait, devant Cosette et Jean Valjean, de toute cette singulière aventure, des informations sans nombre qu'il avait prises et de l'inutilité de ses efforts. Le visage froid de M. Fauchelevent l'impatientait. Il s'écria avec une vivacité qui avait presque la vibration de la colère. « Oui, cet homme-là, quel qu'il soit, a été sublime. Savez-vous ce qu'il a fait, monsieur? Il est intervenu comme l'archange. Il a fallu qu'il se jetât au milieu du combat, qu'il me dérobât, qu'il ouvrît l'égout, qu'il m'y traînât, qu'il m'y portât. Il a fallu qu'il fît plus d'une lieue et demie dans l'affreuse galerie souterraine, courbé, ployé dans les ténèbres, dans le cloaque, plus d'une lieue et demie, monsieur, avec un cadavre sur le dos. Et dans quel but? Dans l'unique but de sauver ce cadavre. Et ce cadavre, c'était moi. Qu'étais-je? Un insurgé. Qu'étais-je? Un vaincu. Oh! Si les 600 000 francs de Cosette étaient à moi. Ils sont à vous, interrompit Jean Valjean. Eh bien,
reprit Marius. Je les donnerai pour retrouver cet homme. Jean Valjean garda le silence. Le mariage de Marius et Cosette se fit donc chez M. Gillenormand, le 16 février 1833. Chapitre 13. Le jour des noces. Un banquet avait été dressé dans la salle à manger. Dans l'antichambre, 3 violons et une flûte jouaient en sourdine des quatuors de Haydn. Jean Valjean s'était assis sur une chaise dans le salon, derrière la porte, dont le battant se repliait sur lui de façon à le cacher presque. Quelques jours auparavant, il s'était un peu écrasé le pouce de la main droite, et, bien qu'obligé de porter le bras en écharpe, il ne tenait pas à ce que quelqu'un se préoccupât de sa blessure. Quelques instants avant qu'on se mît à table, Cosette vint, comme par un coup de tête, lui faire une grande révérence en étalant de ses 2 mains sa toilette de mariée, et avec un regard tendrement espiègle, elle lui demanda « Père, êtes-vous content ?»« Oui, dit Jean Valjean, je suis content. »« Eh bien, riez alors !» Jean Valjean se mit à rire. Quelques instants après, Basque annonça que le dîner était servi. Les convives, précédés de M. Gillenormand, donnant le bras à Cosette, entrèrent dans la salle à manger et se répandirent selon l'ordre voulu autour de la table. 2 grands fauteuils y figuraient, à droite et à gauche de la mariée, le premier pour M. Gillenormand, le second pour Jean Valjean. M. Gillenormand s'assit, l'autre fauteuil resta vide. On chercha des yeux M. Fauchelevent. Il n'était plus là. M. Gillenormand interpella Basque. « Sais-tu où est M. Fauchelevent ?»« Monsieur, » répondit Basque, « précisément. M. Fauchelevent m'a dit de dire à monsieur qu'il souffrait un peu de sa main et qu'il ne pourrait dîner avec M. le baron et madame la baronne. Qu'il priait qu'on l'excusât, qu'il viendrait demain matin, il vient de sortir. » La soirée fut vive, gaie, aimable. La belle humeur souveraine du grand-père donna lutte à toute la fête, et chacun se régla sur cette cordialité presque centenaire. On dansa un peu, on rit beaucoup. Ce fut une noce bon enfant. Immédiatement après avoir ri, sur la gentille injonction de Cosette, personne ne faisant attention à lui, Jean Valjean s'était levé, et, inaperçu, il avait gagné l'antichambre. Basque disposait des couronnes de roses autour de chacun des plats qu'on allait servir. Jean Valjean lui avait montré son bras en écharpe, l'avait chargé d'expliquer son absence et était sorti. Jean Valjean rentra chez lui. Il alluma sa chandelle et monta. L'appartement était vide. Puis il se retrouva dans sa chambre et il posa sa chandelle sur une table. Il avait dégagé son bras de l'écharpe, et il se servait de sa main droite comme s'il n'en souffrait pas. Il s'approcha de son lit et ses yeux s'arrêtèrent, fût-ce par hasard, fût-ce avec intention, sur la petite malle qui ne le quittait jamais. Il en tira lentement les vêtements avec lesquels, 10 ans auparavant, Cosette avait quitté Montfermeil. D'abord la petite robe noire, puis le fichu noir, puis les bons gros souliers d'enfant que Cosette aurait presque pu mettre encore, tant elle avait le pied petit. Puis la brassière de futaine bien épaisse, puis le jupon de tricot, puis le tablier à poche, puis les bas de laine. Tout cela était de couleur noire. C'était lui qui avait apporté ces vêtements pour elle à Montfermeil. À mesure qu'il les ôtait de la valise, il les posait sur le lit. Il pensait, il se rappelait. Alors sa vénérable tête blanche tomba sur le lit, ce vieux cœur stoïque se brisa, sa face s'abîma pour ainsi dire dans les vêtements de Cosette, et si quelqu'un eût passé dans l'escalier en ce moment, on eût entendu d'effrayants sanglots.